Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans l'actualité ce soir. La pluie fait des claquettes. Après une longue période de sécheresse, la saison humide s'installe. Les inondations ont déjà commencé à l'est comme à l'ouest de Tahiti. Et un même constat pour les riverains qui déplorent, comme chaque année, des caniveaux hors normes. Plus qu'une réforme, une véritable mutation. La filière Copra a 50 ans. Elle va faire place à la structure cocotier. Un souhait du gouvernement qui envisage de nouveaux débouchés. Objectif, améliorer la rentabilité d'un secteur qui fait vivre 20 à 30 000 Polynésiens. C'est sans doute la fête la plus attendue de l'année. Dans une semaine exactement, les cadeaux de Noël seront distribués dans les foyers. Question, quoi offrir à cette occasion? Boombox, enceinte portable et poupée LOL, caracol en tête des tendances cette année. Jour 3 pour le festival de Wapo. À la veille de la clôture des festivités, nous rencontrerons les artisans du village qui jouxte le site. Un bilan positif pour ces commerçants plutôt satisfaits de la manne financière que représente l'événement. Et nous rejoindrons sur place Jacques Damour pour un point sur cette avant-dernière journée du Matava'a. Vigilance orange pour les fortes pluies sur la société. Météo France prévoit l'intensification des intempéries jusqu'à demain. Regardez ces images tournées à Faoné sur la côte est où plusieurs maisons luttaient aujourd'hui contre les inondations. Dans ce quartier, les familles réclament depuis plusieurs années des caniveaux mis aux normes. Des travaux qui, à l'évidence, n'ont pas encore été réalisés. À l'ouest, du côté de Tevaïuta, les pompiers de la commune sont déjà en alerte. Les risques d'inondation sont accrus. Exemple à Papeari, où une centaine d'habitations ont été touchées en l'espace de 3 heures. Chiquita Darouzès, Jérôme Lee. Les endroits où il y a souvent de l'inondation, c'est plutôt sur le PK54. C'est le même scénario à chaque saison des pluies. La zone du PK54 à Papeari exposée aux inondations. Illustration chez Bayan et sa famille. Comme eux, une centaine de foyers se sont retrouvés ou presque les pieds dans l'eau. Le caniveau d'en face, qui reçoit toutes les eaux pluviales des quartiers environnants, se déverse directement dans son jardin. C'est tout le long de la route jusqu'à la station Shell et ensuite tout le quartier vers l'arrière. Et là, ça a duré depuis 21h jusqu'à minuit. Avec les voitures qui passent, ça provoque des vagues. Et moi, je reçois tout ensuite. Juste en face, des propriétaires ont dû casser leurs murets pour faire évacuer l'eau. Certains ne cachent pas leur ras-le-bol. Il faut aller voir le pont là. Le caniveau, il est en bas, la rivière, et au pont là, il est en haut. C'est sûr quand ça dégage, l'eau de la rivière revient. Et comme il y a une ancienne rivière là derrière, ça stagne l'eau et quand c'est plein, ça déborde. Hein. À chaque fois, quand il y a inondation, c'est nous qui ramassons. Hein. Ça fait des années, on prévient la mairie, le gouvernement, ils te disent oui, et ça ne bouge pas, quoi. Hein. Visiblement bien entretenu, le canal d'évacuation ne présente aucun encombrement, même la rivière où elle se déverse. Mais le conduit serait devenu trop étroit au regard du nombre d'habitants qui a sensiblement augmenté ces 10 dernières années. Pour le chef des pompiers, la sécurité de la population doit primer. La solution, c'est d'élargir, mais sauf que le problème d'élargir, ça vient empiéter chez le privé. Donc ça, c'est vraiment un souci de voir, c'est un travail d'approche à faire auprès du pays, de l'équipement et des privés de la commune. Donc nous, on est favorable à des propositions qui seront émises pour pouvoir assurer la sécurité des personnes. En attendant une action concrète du gouvernement, la saison des pluies ne fait que commencer et elle risque encore de faire beaucoup de dégâts. Et oui, et la prudence est de rigueur, notamment sur les routes. Exit la filière Copra, vive la structure cocotier. Si le pays a exporté 6 000 tonnes d'huile de copra en 2018, le gouvernement entend pourtant réformer un dispositif mis en place il y a 50 ans. Une nouvelle structure et de nouveaux débouchés pour améliorer la rentabilité du secteur, subventionné chaque année à hauteur de plus de 2 milliards de francs. Mario Leroy, Patita Savea. Plus de 13 000 tonnes de copra passent par cette usine chaque année. Les sacs proviennent de tous les archipels de la Polynésie, offrant ainsi du travail et un revenu aux copraculteurs des atolls et des vallées les plus reculés du pays. Le rapport présenté à l'Assemblée vise à créer de nouvelles activités dans les îles. C'est une véritable mutation en s'appuyant sur plusieurs piliers, un pilier juridique,
puisqu'il s'agit de mettre en place une sécurisation de toutes les relations conventionnelles entre l'huilerie et le pays. Il y a un pilier administratif. Là, nous proposons une nouvelle organisation qui va vraiment développer la filière cocotier. Un pilier économique, puisqu'il faudra faire entrer dans les mentalités le fait qu'il faudra opérer une transition de la monoculture du copra vers d'autres sous-filières. Avec une nouvelle structure administrative dépendant directement du président du pays pour permettre l'exploitation de tous les secteurs issus du cocotier. Des sous-filières alimentaires, construction, cosmétiques ou encore énergétiques. Il y a beaucoup de possibilités de diversification. Donc je sais que dans le rapport de M. Pérez, il fait ses propositions. Il y a le biocarburant que l'on fait déjà, puisqu'avec l'hôtel Le Brando, on leur vendait donc de l'huile pour leur groupe électrogène. Nous-mêmes, au niveau de l'huilerie, donc nous avons nos chaudières qui fonctionnent à l'huile de coco. On a nos groupes électrogènes qui fonctionnent aussi à l'huile de coco. Le rapport préconise 47 points pour permettre une réforme progressive. Parmi eux, la suppression de la caisse de soutien des prix du copra et la transformation de l'huilerie, déjà détenue à près de 100% par le pays, en société publique locale. On estime que 20 à 30 000 Polynésiens vivent de la filière copra actuellement. C'est sans doute la fête la plus attendue de l'année. Dans une semaine exactement, les cadeaux seront distribués dans les foyers. La grande question est de savoir quoi offrir à cette occasion. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, Nicolas Suire et Jérôme Lee nous donnent la tendance des meilleures ventes du moment. Regardez. C'est la tendance du moment. Des enceintes portables en guise de cadeau de Noël. Dans ce magasin, ce petit modèle est moins cher mais aussi moins puissant que le Boombox absent des rayons. On est en rupture de stock. D'ailleurs, tous les jeunes sont venus en acheter. Et voilà, donc on en a plus. Pour ce spécialiste du jouet, la tendance chez les filles est toujours la poupée. Et la poupée LOL, cette année, est incontournable. On achète une boule en fait, c'est une boule LOL, voilà, et dedans il y a une poupée avec des accessoires et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, on découvre en fait, c'est la surprise, on découvre au moment d'ouvrir justement la boule cadeau. Pour les fillettes, il y a la poupée sequin et le sac basé sur le même principe avec des paillettes réversibles. Les Pokémon caracolent en tête des ventes dans les rayons garçons. Figurines ou peluches sont toujours à la mode. Sur Netflix, sur YouTube, ça reste de partout, même sur la télé. Et puis en jeu aussi ? Oui, au jeu, en cartes, ça reste de partout. Enfin, il y a les indétrônables jeux vidéo. Même ceux de 20 ans d'âge passionnent encore. Et oui, un grand classique. Et puis ce beau cadeau de fin d'année pour les personnes à mobilité réduite, grâce à un système de potence, elles vont pouvoir passer de leur fauteuil roulant à une pirogue, une fabrication locale puisque c'est le chantier naval du Pacifique Sud qui est chargé de fournir ces potences, une initiative du Rotary Club en soutien au handisport. On reste sur l'eau avec le sacre de Poenaiki Raiora. 5 ans après son titre de champion du monde amateur, Issa, le jeune homme a obtenu le titre de champion du monde professionnel de stand-up paddle surf le 15 décembre dernier à Gran Canaria, au large du Maroc. Son retour au Fénois est prévu lundi prochain. Il y aura du monde pour l'accueillir, dont la Fédération tahitienne de surf. Notre rendez-vous quotidien à présent avec les marquises. Ce soir, nous vous proposons une rencontre avec les artisans du festival, des commerçants plutôt heureux de se trouver tout près du site Anaou. Et pour eux, le festival représente une manne financière non négligeable. Ignacio Raveino, Lorenzo Marama, Manéa Pambrin. Des sourires sur les visages malgré un site déserté par les visiteurs au profit de la vallée de Hohoi. Anaou a vibré depuis le début au rythme de ce matava et l'artisanat marquisien n'a pas échappé à la règle. Le site a été quotidiennement pris d'assaut par les visiteurs en quête d'authenticité. On représente surtout l'artisan de notre vallée Hakaitao, surtout les artisans du tapas, des colliers, des chapeaux et des paniers.
les cailloux fleuris et les coquillages. Huapo est l'un des 2 seuls endroits au monde où l'on trouve la pierre fleurie, un phonolithe qui sert de matériau de base aux sculpteurs de l'île aux cailloux. Certains, comme Tanguy, préfèrent le bois, mais tous ont en commun un savoir transmis de génération en génération. Ce savoir-là, ça vient de nos grands-parents et nos parents nous transmettent. Mais notre transmission, en les regardant travailler sur la sculpture. Hein. Pour moi, je suis un sculpteur. Moi, c'est juste regarder leur savoir et juste mettre en pratique. Beyepa et Uru. Et Tra Ora. Beye Caoutchouc. Si Huapo peut se targuer d'être l'île aux pierres, pour Fatou Hiva, c'est l'île aux tapas. L'écorce battue devient l'une des premières ressources de cette terre. Ça rapporte bien, si tu le fais soigneusement, ça marche bien. Nous venons tout juste d'arriver du Salon des Marquises à Tahiti. Une entreprise pas si petite que ça, qui ne connaît toujours pas la crise et qui contribue à sa manière au rayonnement de la culture marquisienne au-delà de la terre des hommes. Et sans plus attendre, comme tous les soirs, rejoignons sur place Jacques Damour. Bonsoir. Jour 3 pour le Matava'a. Comment s'est déroulée cette journée, Jacques ? Bonsoir Caroline, Kao Anui, bienvenue ici donc à Huapo pour cette dernière soirée de spectacle, puisque demain le festival malheureusement prendra fin. Alors je vous avoue que aussi bien les danseurs, les danseuses, toute l'équipe, on commence à être un petit peu fatigué avec une météo qui n'est pas très clémente, il fait très chaud, les restrictions d'eau, mais n'empêche que 2 groupes ce soir, Wauka et Ivaoa, auront quoi qu'il arrive la forme. Alors puisque Ivaoa se produit, j'ai eu l'excellente idée d'inviter le Tavana Étienne Teamoana, Kawanui. Oui, Kawanui Jacques. Alors justement Tavana, il y a 4 ans, le festival s'est déroulé chez vous. Alors au-delà de la culture, au-delà des échanges, ça demande quand même une très grande organisation et notamment une solidarité avec les Akaiki par exemple. Oui, bien sûr, il faut vraiment qu'on soit tous solidaires, les 6 maires des marquises, et puis il faut que les chefs de groupe soient solidaires aussi avec les maires, parce que de toute façon, pour réussir quelque chose, il faut compter sur cette solidarité des marquisiens. Et en tout cas, depuis 2-3 jours, on s'aperçoit que les marquisiens finalement sont très solidaires entre eux. Alors le Matava'a, on le sait, c'est promouvoir la culture, mais aussi également la transmission. Comment ça se passe sur votre île à vous ? Justement, si on va parler de transmission, là aujourd'hui sur Ivaoa, on a des jeunes qui s'intéressent, donc qui forment des groupes de danse. Et comme par exemple pour ce festival, on a composé vraiment à 4 groupes différents. Donc 4 groupes, 4 associations qui font des spectacles à Ivaoa. Et j'étais très heureux d'apprendre que ces 4 chefs de groupe ont voulu former le groupe de Ivaoa. C'est que des jeunes. Donc ça me rassure pour la suite. Ils sont partants, ils en veulent ? Bien sûr, parce que derrière tout ça, il y a quand même nos Tuka, nos anciens qui les aident. C'est ça qui est important. Alors dites-moi, on connaît un petit peu cette rivalité entre les îles du Nord, les îles du Sud, cette petite fierté. Mais est-ce que dans le cas d'un festival comme le Matava'a, est-ce que tout cela s'estompe ? Honnêtement, on voudrait montrer notre culture marquisienne, une culture très riche. Mais honnêtement, il y a une petite compétition quand même entre les groupes. Chacun veut surpasser l'autre. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que les marquisiens puissent montrer leur culture, partager avec le monde entier. C'est ça qui est important. Merci Tavana. Voilà Caroline, donc simplement pour vous dire que demain, donc c'est la clôture de ce festival. De 9h à 11h, il y aura une dernière prestation des 6 groupes. Et enfin, surtout, le bal populaire à partir de 21h jusqu'à minuit. Et croyez-moi, on va faire la fête. Eh bien, bonne fête, Jacques Damour. Je vous rappelle à présent la principale information de cette édition. Vigilance orange pour les fortes pluies sur la société. Météo France prévoit l'intensification des intempéries jusqu'à demain. À l'est comme à l'ouest de Tahiti, les riverains se plaignent des caniveaux qui ne sont toujours pas mis aux normes.
Et à la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre sur les hélicoptères aux Marquises et tente d'expliquer pourquoi ça bloque. Tahiti Info fait sa rétrospective de l'année écoulée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Très belle soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.